Voilà, ok. Ok. Alors, bonjour à vous tous de nouveau, ceux qui arrivent, qui n'ont peut-être pas assisté à la première partie. Donc ici, je vais parler d'une chose assez particulière qui est non pas d'être un psychiatre de famille, un psychiatre thérapeute de famille, comme les membres de l'association dont j'ai parlé tout à l'heure, mais en fait où je vais petit à petit dans mon parcours me situer comme un psychiatre de famille, comme on pense aux médecins de famille, c'est-à-dire à recevoir différents membres d'une même famille élargie pour différents besoins psychiatriques et en même temps à offrir une thérapie familiale. Donc c'est une chose assez particulière, en fait, de servir de psychiatre, au sens de la profession de psychiatre, à plusieurs membres d'une famille dont on reçoit par ça les membres pour une thérapie familiale. Alors, avant de pouvoir décrire cette situation, un très bref rappel que j'aurais pu insérer tout à l'heure, que j'insère maintenant. Sur mon parcours, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas me représenter ou m'annoncer, je crois que ça s'est fait. Par contre, donc, je suis psychiatre FMH en Suisse. Ce qui a été intéressant par rapport au sujet qui nous concerne, c'est l'expérience que j'étais donc résidente dans l'hôpital en question, ça veut dire j'habitais dans l'hôpital en question, il y avait exigence de vivre sur place, et ça nous obligeait à rencontrer nos patients dans le parc de l'hôpital, à la table de la salle à manger à midi, quand ils se baladaient le week-end, que nous on se baladait aussi dans le parc le week-end, et donc en fait aussi apprendre à trouver une distance appropriée, adéquate par rapport à ces situations. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps un partage de vie quotidienne, au sens de l'espace, et en même temps une fonction de thérapeute par rapport à un patient. Et donc là, par rapport à ces situations, j'ai déjà réfléchi beaucoup à ça sur une forme de ce que je pourrais appeler humanisme réaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voir ces gens comme des sortes de robots, disons, chosifiés par notre fonction, comme ça pourrait être le cas dans la salle des urgences qui était décrite ce matin. Et en même temps, on ne peut pas créer des relations d'amitié au sens plus large du terme avec des gens qu'on traite. Et donc, ce positionnement particulier de rencontres, mais à distance, avec le maintien de la distance de la fonction, mais pas avec la fonctionnalisation ou la chosification de la personne en face de moi, a été déjà un point d'ancrage de ma pratique ensuite dans ces situations où je rencontrais plusieurs personnes de la même famille dans ce métier. Alors, pour ce qui est maintenant notre discussion de tout à l'heure sur les ponts qu'on peut faire en des hypothèses systémiques sur l'origine de la psychose et des hypothèses organiques, et à ce moment-là de tomber dans un problème au sujet du dialogue entre ces deux manières de faire. Là, je pense que la thérapie contextuelle et en particulier le travail de mon mari sur la psychose a été, donc je suis la veuve de Ivan Bezovic-Nagy. Donc, par rapport à ça, il faut se rappeler, et ça c'est très particulier, je crois qu'on a tendance à l'oublier quand on le fait, panorama des thérapeutes, des pionniers de la thérapie familiale qui se sont intéressés à la schizophrénie. Lui, il est parti aux États-Unis à cause de son intérêt pour la schizophrénie. C'est-à-dire que depuis l'adolescence, il avait été touché par l'ostracisme qu'on manifestait à un patient, un malade mental, dans le village où il passait ses vacances avec sa famille, et que ça lui a donné une détermination à l'âge de l'adolescence d'aider des gens comme ça et de vouloir commencer la médecine pour aider des patients schizophrènes. Et dans son essai, malheureusement pas complété parce qu'il était déjà trop malade à l'époque de Parkinson pour écrire un ouvrage, il avait dit qu'il avait fait une petite note sur le cahier dans lequel il allait commencer son travail, qui était qu'il était parti aux États-Unis pour la justice internationale, pour l'aide, pour l'idée, pour trouver un traitement, mais en anglais il utilise le mot cure, qui serait en fait une guérison de la schizophrénie, et pour venir en aide à des patients injustement abandonnés. Donc, on trouve dans cette mission qui s'est donnée quand il arrive ici, aux États-Unis,
trouver une solution pour le traitement de la schizophrénie et une solution à l'injustice que ces gens rencontrent dans la discrimination face à leur maladie. Et donc, cette piste va rester principale dans toute sa vie. Et alors, pour ce qui est de cette démarche, ce qui est très différent de tous les autres pionniers de la thérapie familiale, dans ce cas, il est le seul et l'unique, c'est qu'en fait, il a, en même temps qu'il a fini sa formation de psychiatre, après la médecine, il a fait une formation de biochimie et physique, et il est parti aux États-Unis malheureusement juste avant d'avoir pu passer son doctorat en chimie et biochimie physique, à cause donc il est parti comme réfugié politique aux États-Unis en 1948, au moment de l'instauration du régime communiste, et il ne pouvait pas récupérer ses notes d'université. Quand on est un fugitif, on n'écrit pas à l'université « S'il vous plaît, je suis fugitif, donnez-moi toutes mes notes que je puisse reprendre mes études ». Par contre, ce qu'il a fait, c'est de s'engager dans un laboratoire de recherche. Ce qui est particulier pour l'histoire de la psychiatrie, de thérapie familiale, c'est que le directeur de ce laboratoire était McCulloch, qui a été un des fondateurs de la cybernétique, et que ces professeurs de physique qu'il avait recueillis, donc il ne s'agissait pas du tout de psychiatrie, mais de ses professeurs de physique quand il étudiait la physique, étaient des amis de personnel de von Neumann. Donc, mais curieusement, c'est à travers les rapports personnels donc de rencontres, mais pas à travers les idées que ces gens-là ont apporté, la théorie, toutes sortes de grandes théories sous la cybernétique. Et alors, il passe 6 ans à chercher les marqueurs de la schizophrénie avec l'idée d'une maladie biologique dont on pouvait trouver les marqueurs, comme maintenant on trouve le marqueur du diabète avec l'hémoglobine glyquée dans les tests sanguins. Il essayait aussi donc, de penser à des traitements, mais il trouvait que l'idée principale, c'était d'abord de trouver des marqueurs de la schizophrénie avant qu'on puisse discuter, parce que si on n'a pas de marqueurs, on ne sait pas qui on traite et comment on traite. Donc il était entièrement dans une partie purement biologique qu'il n'aurait pas abandonné probablement s'il avait eu plus de résultats. Ces méthodologies avaient été reconnues par les revues de biochimie, ça n'avait rien à voir avec ni la médecine, la psychiatrie ou quoi que ce soit, mais il avait estimé à la fin de l'histoire que les découvertes qu'il avait faites étaient liées à des artefacts liés au régime alimentaire des patients et non pas à des marqueurs biologiques de leur maladie. Il y avait des anomalies au niveau du glucose qu'il reportait en fait finalement au régime, que c'est des gens qui ne bougeaient pas et qui mangeaient trop, qui avaient des diabètes secondaires de type 2. Et il a abandonné ses recherches et à ce moment-là, il est retourné à la clinique. Il a repris le moment qui lui manquait pour finir la psychiatrie officielle aux États-Unis et devenir avoir sa certification de psychiatre. Alors, il y a un passage tout à fait rigolo, c'est que Virginia Satir avait dit qu'il était son étudiant, que c'est lui, qu'il avait été dans ses classes à lui, donc il était son élève. Donc Virginia Satir, ce qui est un peu, ils étaient pas loin d'être du même âge, mais c'était un peu particulier. En fait, quand il refaisait son équivalence de psychiatrie, Virginia Satir était dans le département de Kalman Garfas, qui a été un des fondateurs, un psychiatre hongrois, dont à la fois Satir et à la fois mon mari se réfèrent comme vraiment l'inspirateur de travailler sur les relations. Et donc, elle était dans le département de Garfas qui avait recueilli mon mari pour finir sa formation. Et donc, il y a eu cette rencontre assez amusante de cette époque-là. À la fin de l'histoire, finalement, il arrive à découvrir l'importance des questions de justice, de loyauté, donc dans les relations, et dans ce sens, ce qui était aussi très particulier par rapport aux autres fondateurs, il a été en fait pressenti pour être le médecin directeur d'une unité de recherche sur la schizophrénie, pas d'un hôpital psychiatrique pour schizophrènes, et il y est arrivé avec la double casquette de biochimiste et de chercheur en psychiatrie. Et c'est seulement après qu'il ait eu cette occasion, donc qu'il se soit trouvé dans cette situation en Philadelphie, qu'il ait passé la casquette recherche à des collègues et qu'il ait à ce moment-là lancé dans la recherche sur la schizophrénie, au sens tout à fait strict du terme, c'est une unité de recherche pure et dure. Et à ce moment-là, de découvrir que justement, c'est dans le dialogue avec les familles qui venaient visiter les patients que le délire de ces patients et le contenu de leurs propos prenaient sens, alors que ce sens n'apparaissait pas, par exemple, dans la thérapie de groupe. Et c'est vraiment ça qui lui a donné la piste à inviter les familles. Et à partir de là,
de cette hypothèse, non pas comment est-ce que vous dire ça, étiologique. Il n'a jamais proposé d'hypothèse étiologique sur les symptômes schizophréniques, mais a posé l'hypothèse que les questions de justice et de loyauté continuaient de les préoccuper malgré le délire, et qu'en fait, de travailler sur ces questions du point de vue du traitement de la schizophrénie, c'était en fait donner plus de chance, moins de pression sur ces patients schizophrènes, si ces patients n'étaient pas dans des situations de méfiance, de critique, etc., et qu'à travers cette discussion de la justice relationnelle, de la justice entre les membres de la famille, de reprendre le dialogue entre les membres de la famille sur que un devait à l'autre, permettait en fait aux patients schizophrènes de mieux aller sans qu'on parle d'ici de causalité. Et donc, ça lui a permis de sortir de l'ornière de cette polarisation entre les thérapeutes de famille systémique qui introduisaient la notion que c'est, en guillemets, mais très caricaturalement, encore une fois, je ne veux pas être caricatural, mais que c'est en guillemets la famille qui cause la psychose, et les autres qui disaient la maladie mentale est une maladie du cerveau. Donc, dans mon travail, dans ma rencontre avec la thérapie contextuelle, c'est ce qui m'a vraiment attiré le plus, c'est cette notion multidimensionnelle. Et donc, on a un modèle qui est présenté maintenant avec 5 dimensions. Une dimension qui est celle des faits, de l'histoire factuelle, des éléments de données biologiques, où là, par exemple, la découverte que la schizophrénie serait liée à un gène anormal ne dérangerait pas du tout le modèle de la thérapie contextuelle parce qu'elle entrerait dans la case de la dimension des faits. Ensuite, la dimension psychologique, où il essayait de conserver les apports de la psychanalyse, des théories de la cognition, en particulier même les types de développement de Piaget, tous ces éléments-là qui caractérisent le fonctionnement interne d'une personne sont respectés par les thérapeutes contextuels comme des ingrédients dans cette notion multidimensionnelle. Ensuite, évidemment, il va respecter tous les apports des systémiciens au sens strict du terme, de ses propres découvertes sur les fonctionnements du système. Et là, il a une notion sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, donc qui est une notion purement systémique qui apparaît en thérapie contextuelle. Puis ensuite, bien sûr, ce qui est beaucoup plus connu pour les gens qui s'intéressent à cette approche, la notion de l'éthique relationnelle, à savoir que nos actions sont sous-tendues par nos attentes d'équité, par nos attentes de justice, et que dans ce sens-là, les injustices amènent à des réactions qui amènent d'abord des conséquences délétères pour la personne qui vit l'injustice, qui subit l'injustice, mais aussi des éléments délétères pour la relation avec les autres, en particulier dans un concept qu'il a évoqué, qui s'appelle légitimité destructive. Ça veut dire que les personnes qui ont été lésées peuvent se retourner vers des tiers pour réclamer leur dû, alors que ces gens-là ne leur doivent rien, ce qui peut poser des problèmes en tant que nouvelle injustice pour ces gens vers qui on se tourne pour recevoir quelque chose et qui ne doivent rien. Et en particulier pour la thérapie contextuelle, c'est la principale source de parentification des enfants. C'est-à-dire que des parents se tournent vers les enfants pour recevoir la compréhension, l'attention, le soutien qu'ils n'avaient pas reçu de leurs propres parents. Et alors là, je vais partir maintenant sur une situation clinique pour expliquer un petit peu ce travail de psychiatre de famille. Donc la dernière, alors ça c'est la dimension de l'éthique relationnelle. La dernière dimension dont j'ai très très vite évoqué ce matin, ce qui n'était peut-être pas très prudent, c'est cette dimension très particulière du fait que toutes nos relations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que nous ayons de l'attraction pour quelqu'un, que nous ayons des projections contre quelqu'un, que toute rencontre établit une sorte de fond-figure dans laquelle l'autre assure la continuité du soi, et que cette partie-là est très très importante dans les relations familiales, c'est qu'il y a une attente de présence de l'autre qui a une autre fonction que de simplement répondre à des besoins émotionnels. Et donc, on a un modèle maintenant à 5 dimensions. Les 3 premières, on les retrouvait dans la psychiatrie sociale, c'est-à-dire que la psychiatrie qui se basait sur le modèle biopsychosocial. Et c'est pour ça que la dimension d'éthique relationnelle a ramassé le numéro 4. C'est parce que les 1 et 2 et 3 étaient déjà en place dans le modèle biopsychosocial.
et que la dimension ontique qu'il a réévoquée plus récemment a pris le numéro 5, alors qu'elle est en fait une dimension fondamentale des relations humaines, que finalement, une personne qui disait que la punition la plus grave, à part la peine de mort, c'est d'être privé de toute possibilité de relation à l'autre. Et on sait que les gens en isolement peuvent développer des hallucinations comme remplacement de l'autre dans un dialogue interne si l'autre a complètement disparu. Et puis pour les gens qui ont vu le film Seul au monde, c'est pas compliqué. Cette contrepartie s'appelle Wilson, donc le ballon du film Seul au monde. Voilà. Donc ça étant dit, donc j'entre comme ça avec ma profession de psychiatre, qui dans l'ensemble, la profession de psychiatre se situe dans la dimension des faits avec l'usage des médicaments, pour pas parler des traitements de choc dont j'ai encore vu quelques exemples dans le début de mes carrières. Et ensuite, toute la dimension psychologique, donc qu'a réévoqué notre collègue ce matin, avec toutes les théories psychologiques qui donc jouent un rôle dans la manière dont les gens entrent en relation, et la dimension transactionnelle qui est le fonds de commerce donc de tout le monde de la thérapie familiale systémique. Et alors, l'éthique relationnelle, et comment les deux choses se lient, c'est qu'en fait, pour moi, l'articulation entre la persistance d'un symptôme psychotique et, disons, les risques de rechute pourrait être liée non pas au fait que la psychose elle-même a été causée par la famille, mais que la personne vulnérable à cause de ces troubles psychotiques, va être plus exposée à des attentes de la famille et curieusement plus en risque de parentification. Et ça paraît un peu inimaginable. Si dans une fratrie, un membre de la famille est psychotique et que les autres vont bien, comment le parent se tournerait vers l'enfant le plus fragile pour retrouver chez lui ce qu'il n'a pas retrouvé chez les parents. Mais dans la maladie, et ce n'est pas forcément la psychose, ça peut être aussi un enfant malade pour d'autres raisons, l'enfant malade est celui qui est le moins susceptible de quitter la famille. Et dans ce sens-là, si on a un besoin de remplacement, il est plus prometteur que l'enfant qui va bien se développer et filer plus vite. Et c'est dans ce sens-là que je pense qu'il y a l'articulation entre besoin de la famille et psychose. Ce n'est pas dans la création de la psychose, ou de la schizophrénie en particulier, mais c'est, je dirais, à quelque part dans sa récupération en secondaire, à travers le fait que, justement, c'est des jeunes qui peuvent moins se défendre d'attentes non dites des parents. C'est des jeunes qui peuvent moins se défendre de pouvoir simplement prendre leur clic et leur claque quand ils en ont marre. Et donc, là, il y a un risque, justement, que les choses continuent. Et là, c'est le pont qu'on doit faire entre l'hypothèse purement systémique qui ferait que la famille cause la psychose, ce qui n'est pas correct, et le fait que, en fait, on peut faire quelque chose à part simplement la psychoéducation et le traitement d'handicapés avec des mesures de réhabilitation sociale. Et alors, maintenant, je vais parler très rapidement de la famille qui donnera l'exemple de à la fois de la thérapie et de cette fonction. Alors, d'abord, pour ce qui est justement du lien, il s'agit d'une jeune fille qui fait une décompensation psychotique massive vers 13 ans, qui est hospitalisée en urgence avec un délire très envahissant, un délire de repli. C'est que tout est dangereux, qu'elle doit se couvrir, et elle s'habille comme une Esquimau au mois de juillet, et avec les gants, le bonnet, etc. Et d'autre part, quand même des fantasmes de mort, des fantasmes des choses qui ne sont pas de la dépression au sens strict du terme, mais des fantasmes de catastrophes et des choses comme ça. Donc elle arrive en très très mauvais état. Sa famille, quand on regarde à premier coup d'œil, vraiment des gens plutôt sympas, papa, maman, les enfants et le chien, littéralement dans le cas particulier. La seule famille fonctionnelle au sens social habituel du terme que je rencontrais dans l'année en question, où je travaillais dans des centres pour accueil d'enfants de la DAS, avec des parents alcooliques, disparus, suicidés. Enfin, donc, la population des parents des enfants de la DAS était quelque chose de tout à fait désorganisé, etc. Et là, je trouve la famille parfaite avec la seule fille qui va vraiment, vraiment, vraiment mal dans ma population. Alors, encore une fois, ce serait facile de faire un raccourci. Alors, très rapidement, la situation est grave, c'est très difficile d'aider. En tant que psychiatre hospitalier, j'utilise des médicaments, on patine.
Et donc, la famille est très, très soutenante et compétente par rapport à cette intervention. C'est des gens qui sont présents, c'est des gens qui sont consistants, c'est des gens qui ne donnent pas de message n'importe comment, c'est des gens qui sont des bons parents pour les 2 autres enfants plus jeunes. Et ça serait tout à fait dans la piste de schizophrénie, maladie du cerveau, si je peux dire. Et d'autant plus qu'à un moment donné, je suis assez désespérée par rapport aux médicaments parce qu'en plus de ça, elle fait des effets secondaires qui ont failli être mortels avec un œdème de la glotte en réaction à des antipsychotiques. Donc c'était vraiment pratiquement un risque vital. Donc je deviens très très refroidie avec les médicaments. Je prends une consultation avec le spécialiste de la psychopharmacologie de Philadelphie qui vient la voir et qui propose de diminuer les antipsychotiques et d'ajouter un petit peu d'antidépresseurs, ce qui est assez risqué dans le cas de la schizophrénie. Donc, je prends ce risque et cette fille est littéralement ressuscitée. Le progrès est incroyable. Elle est, je pourrais dire, presque guérie, entre guillemets. Hein. Elle se ressort de tous ses paquets d'habits, elle va à la salle, rencontre les gens, parle normalement, bam, bam, bam. Je rentre à midi de voir ce résultat magnifique avec mon mari. Je rentre à la maison et je dis à mon mari, je te confirme vraiment là qu'il y a une dimension biologique de la psychose et que mademoiselle va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Sauf qu'à 5 heures l'après-midi, samedi, je reçois le téléphone de la maman me disant, ça va pas, les infirmières me disant, la mère est là, elle est complètement paniquée. Ça ne va pas du tout, c'est la même expérience que la situation de ce type qui est tout d'un fait guéri et qui parle de la maîtresse de son père et tout d'un coup, finalement, personne ne supporte ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors là, je dis à mon mari, je crois que peut-être il y avait quand même quelque chose d'autre. Bon, je caricature un peu, je n'étais pas si naïve que ça. Et donc, ce qui se passe, c'est en fait, d'une part, la notion de cette mère que ça va beaucoup, beaucoup trop vite. Et alors, on va voir par la suite que, très rapidement, on va voir par la suite qu'en fait, ce qui est difficile pour elle, c'est vraiment de gérer une adolescente, elle l'avoue. Et il y a une autre crise à un moment donné où elle va beaucoup, je rappellerai très très rapidement, où elle va mieux. La mère a commencé à s'habituer petit à petit à cette idée qu'elle va grandir, que j'ai beaucoup travaillé avec elle aussi. Le papa, lui, paraît tout à fait cool. Et donc, voilà, il est très présent d'ailleurs, mais ça paraît qu'il n'a pas de contribution directe dans l'histoire. Et à un moment donné, il y a une crise dans un voyage où la petite jeune est vraiment réparée, si j'ose dire. Elle va avec sa sœur et la maman au centre commercial. Les 2 filles se chamaillent comme des idiotes. Et pour moi, c'est le miracle. Si j'ai une patiente dans l'état où elle était au départ qui arrive à être une adolescente emmerdeuse, c'est la guérison. Et la mère panique parce qu'elle dit « je ne peux pas, j'ai servi mes années à mettre de l'ordre dans les relations entre ma mère et ma sœur et j'arrête. Je ne peux pas ». Alors, on travaille avec elle, il y a des progrès. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à parler de la sœur. Alors là, je viens à la partie psychiatre de famille. Et donc, il y a des progrès qui se font au niveau de la jeune, des parents, et on commence à parler aussi de sa sœur, et elle décrit que sa sœur est dans une situation, alors actuellement, parce qu'on parlait de l'histoire de la famille, mais actuellement très difficile, avec un mari alcoolique, et qu'elle est en grande difficulté. Est-ce que finalement, je n'accepte pas non plus de les recevoir? Et ça vient maintenant l'histoire du psychiatre de famille. Et par rapport à la thérapie contextuelle, une des stratégies importantes, c'est la partialité multidirectionnelle, qui fait qu'on prend compte de tous les membres de la famille, y compris de membres absents. Ça veut dire qu'on n'est jamais dans une position d'exclusivité, privilégiant une seule relation, comme par exemple le psychanalyste, qui n'aurait pas l'idée même de recevoir l'autre membre du couple, pour ne pas parler de la sœur et du beau-frère. Et alors là, je la reçois. Et il y a un travail qui se passe au niveau du papa alcoolique qui concerne, où j'implique le fils, là, qui est le cousin de ma patiente. Et ce qui est très frappant, c'est qu'elle soutient son petit cousin, qui a 8 ans à l'époque, en lui disant qu'il ne faut pas qu'il ait peur, qu'il faut qu'il vienne chez moi, que je vais les aider. Et en fait, ce petit garçon, qui a des troubles scolaires aussi, donc il y a la tante est déprimée, l'oncle est alcoolique, le petit garçon a des problèmes à l'école et il est parasité par l'idée que son père alcoolique pourrait avoir un accident de voiture. Et en fait, les parents n'avaient pas réalisé à quel point il était en souci par rapport à l'alcoolisme du papa. Et à ce moment-là, le père est très touché et je le soutiens dans une démarche de joindre les alcooliques anonymes.
Et à partir de là, il y a des problèmes de couple parce qu'elle qui se disait abandonnée sexuellement par son mari, au moment où il se ravive parce qu'il est plus complètement endormi en rentrant sous à la maison, elle se rend compte aussi qu'il y a des problèmes à elle, avec qui on peut travailler aussi. Et donc, en fait, à la fin de l'histoire, après, pour aller très très vite, une autre situation, c'est le grand-papa maternel, donc le père de ces deux dames, qui a perdu sa femme maintenant et qui revient, doit être pris en charge, qui est assez, disons, fragile, pas très malade, mais assez fragile. Et en fait, j'avais aussi reçu, et on met en place un dispositif dans lequel cette jeune fille, là maintenant je raccourcis sur 4 ans, que cette jeune fille, en fait, serait assez disposée à avoir comme job payé de s'occuper quelques heures par jour de son grand-père plutôt qui était plus simple que d'aller dans des centres pour personnes âgées qui sont souvent très inaccessibles. Et à la fin des courses, on a finalement une famille où cette fille a pu reprendre une place sans que ses traitements soient sabotés, parce que là, il y avait vraiment... Enfin, ce n'était pas qu'ils soient sabotés, mais c'est que la mère était en totale crise. Puis là, je vais encore faire juste une dernière boucle par rapport à la crise. Quand je parlais de ce concept utilisé en thérapie contextuelle qui est systémique, on appelle collusion pour l'évitement du deuil. Donc, d'une mère qui devait accepter que non seulement elle n'aurait pas une fille qui serait là pour l'écouter et être disponible pour tous ses besoins non satisfaits dans la relation avec sa propre mère, mais en plus de ça, qu'elle aurait une fille qu'il faudra élever. Ça veut dire à ces deux filles comment ne pas se bagarrer. Bon, le truc simple, c'est, écoutez, si vous n'arrêtez pas vos conneries, j'arrête la voiture, vous rentrez à pied. Mais une phrase comme ça était impossible à émettre par elle. Elle pensait que c'était vraiment aux enfants de la protéger du fait de devoir prendre des décisions banales quand on élève des adolescents. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle fait ses progrès. Elle arrive même au point où elle organise la prom, c'est le fait des promotions qu'on fait maintenant avec les belles robes, pour assurer que sa fille ait à 18 ans cette expérience du bal des promotions avec la belle robe, etc. Elle fait des efforts, mais vraiment remarquables. Je suis vraiment très, très impressionnée par ça. Et tout s'organise. Et le week-end suivant, je revois la famille, je dis alors comment s'est passée cette prom? Et du coup, ça ne s'est pas très bien passé, elle a quand même vraiment paniqué, c'était trop pour elle. Et le papa vient à dire, et là on parle de collusion pour l'évitement du deuil, donc elle commence à faire le deuil, à savoir une fille qui grandit, et qui dit écoutez, je savais que ça ratait, comme je suis bon cuisinier, de toute manière c'est moi qui fais les repas le soir, et j'avais préparé un repas de fête pour ma fille et le garçon à qui on avait demandé de l'accompagner, et donc je savais qu'ils allaient rentrer, j'avais déjà fait le repas. Et voilà, ça c'est la collusion, c'est la partie systémique où elle est prête maintenant à faire le deuil, mais il s'agit encore de travailler avec le papa. Donc, je vous résume dans cette histoire 2 points. C'est la possibilité d'imaginer que la maladie mentale est une maladie à base organique, mais qu'elle est mitigée, qu'elle est influencée par le cours d'attente des parents qu'on a reconnus chez les thérapeutes de famille du début, c'est la peur de séparation, l'ambivalence par rapport à l'autonomie, etc. Ça, c'est une des parties que je voulais évoquer. Et en fait, la possibilité de rencontrer les besoins psychiatriques de plus qu'un membre de la famille, avec l'économie, justement, de traitement qui se diffuse. Mais alors, il faut cette discipline qui était au départ pour moi, cette distance très particulière que j'avais apprise, et d'autre part, la possibilité de partialité multidirectionnelle, qui est une stratégie qui sous-tend l'ensemble des interventions en thérapie contextuelle. Et j'en reste là, et je vous remercie de votre attention.